Depuis toujours, les hommes ont eu besoin de classer les êtres vivants qui se trouvaient dans leur environnement. Pour cela, les scientifiques du monde entier ont essayé de créer des systèmes de classification. Celui d'aujourd'hui se base sur des ressemblances et les différences entre certaines espèces ou selon leur patrimoine génétique. Dans cette vidéo, nous allons voir le taxon des néornites, plus communément connu sous le nom de oiseaux modernes. Nous allons tout d'abord vous présenter la place du taxon dans la phylogénétique, puis vous présenter les caractéristiques des néornites, en s'attardant plus précisément sur les caractéristiques des néognates avec l'exemple d'une poule et les caractéristiques des paléognates. On va ensuite voir ensemble les différents intérêts agronomiques des néornites. Nous voici devant ce grand tableau blanc pour la première partie de notre vidéo. Nous allons placer le taxon néornite dans l'arbre phylogénétique. Tout commence avec le grand groupe des métazoaires, qui appartient au règne animal. Le voilà. Ce grand groupe est subdivisé en plusieurs sous-groupes, comme par exemple les arthropodes, les cnidaires, ou encore les éponges, et enfin les vertébrés. Comme vous pouvez vous en douter, les oiseaux font partie des vertébrés, car ils vont posséder un squelette osseux. Ces vertébrés vont posséder de nombreuses classes comme les mammifères ou les reptiles. Mais les oiseaux font partie des aves. Voilà les aves. Comme on n'a plus de place sur le tableau, on va remettre les aves au début. C'est mieux. Les aves sont un taxon qui comporte 5 sous-taxons. Parmi ces 5 taxons, seuls les néornites sont encore d'actualité. On dit que les autres sont éteints. Les aves étant le grand groupe des oiseaux actuels, c'est pour ça qu'on le surnomme les oiseaux modernes. Dans cette vidéo, nous allons globalement vous parler des néornites, mais nous souhaitions aussi nous attarder sous les 2 sous-taxons de ce taxon, les paléognates et les néognates. Les voici. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur les caractéristiques des néornites. Passons maintenant aux caractéristiques des néornites. Les néornites sont endothermes, c'est-à-dire qu'ils possèdent un sang chaud. Ils vont posséder des plumes sur tout leur corps. Ils vont avoir un bec et ne possèdent pas de dents. Les oiseaux qui volent, leurs extrémités antérieures vont leur permettre de voler. Concernant les oiseaux qui ne volent pas, leurs extrémités postérieures vont leur être adaptées pour la course, la marche ou la nage. Les néornites ont une caractéristique assez spécifique, ils ne possèdent pas de vessie et donc leurs excréments sont très liquides. Les néornites ont des os fusionnés, ils naissent avec ou sans plumes et ils pondent des œufs. On dit qu'ils sont ovipares, contrairement aux mammifères. Ils ont une digestion et un métabolisme très accéléré et ils ont aussi une respiration assez spéciale. Leur alimentation est très variée et ceux qui peuvent voler très loin. On dit qu'ils migrent, c'est grâce à leurs plumes rémiges, qui sont de très grandes plumes. Une des caractéristiques principales des néornites est qu'ils ont leur premier orteil retourné. Chez la poule, on appelle ça un ergot. Alix va vous montrer ça tout à l'heure en même temps que les plumes rémiges. Les membres antérieurs, les pattes des néornites sont retournés vers l'intérieur et ils n'ont pas de côte castrale. Les côtes castrales sont des côtes ventrales. Les néornites sont des carinates, ce qui veut dire qu'ils possèdent une grande carène médiane sur le sternum. On peut noter aussi qu'ils ont moins de 10 vertèbres caudales et qu'ils possèdent une fusion carpo-métacarpienne. Les carinates et les hesperonitiformes fossiles, qui sont 2 clades de notre taxon, constituent les ornithuriens. Les ornithuriens sont caractérisés par le pygostyle ainsi que les 3 grands os du bassin. L'ilion, qui est la partie antérieure et dorsale, l'ichion, la partie inférieure et postérieure, et le pubis, la partie centrale. Ils sont aussi caractérisés par la réduction de la taille du fibula, qui est un os de la partie latérale du squelette de la patte. Tous les caractères que nous venons donc de citer sont présents chez nos oiseaux modernes, les néornites. Maintenant que nous avons vu les caractéristiques des néornites, intéressons-nous à ceux du superordre des néognates. On se retrouve avec une néognate du taxon néornite du type Gallus gallus domesticus. Nous observons la première caractéristique qui est le fait de la présence d'une crête. Cette crête est une crête sexuelle secondaire. On peut distinguer la poule d'un coq de par la crête beaucoup plus dominante chez le coq. La crête est un caractère de séduction chez le coq. Plus elle est grande et plus elle est rouge, plus une poule sera séduite par le coq. Une des caractéristiques des néognates est les yeux. Les yeux permettent d'avoir une vision très développée et de détecter les mouvements. Ces mouvements peuvent être un danger ou de la nourriture, comme par exemple des vers ou des insectes. Chez la poule, les yeux lui offrent une vision à 300 degrés, ce qui lui permet de repérer ses prédateurs. On a ensuite une des caractéristiques des néognates, le bec. Le bec est un outil indispensable pour la poule. Muni de capteurs sensoriels, il va lui permettre de répondre à plusieurs fonctions.
Tout d'abord, il va lui permettre d'attraper la nourriture. De plus, il va lui permettre de se défendre. Et enfin, il va lui permettre de jouer un rôle de dent. Il y a des années, les oiseaux possédaient des dents. Mais au fil du temps, les dents sont parties dues aux évolutions. Passons ensuite aux plumes. Les néognates possèdent beaucoup de plumes, comme sur la poule, avec par exemple les ailes, le cou, la queue et sur le dos. Les ailes de la poule ne lui permettent pas de voler sur de très longues distances, mais il lui permet de faire des courtes distances de 2-3 mètres, voire 10 mètres. Les ailes des néognates se composent de 3 grandes parties. Nous avons tout d'abord les plumes de couverture, qui sont ici, sur le dessus, et dessous les petites plumes. Nous avons aussi les rémiges primaires. Les rémiges primaires sont les très grandes plumes que vous pouvez voir aux extérieurs ici. Et nous avons aussi les rémiges secondaires qui sont les plumes un peu plus petites, trouvant à l'arrière de l'aile. Ici, nous pouvons observer plusieurs néornites. Nous allons vous montrer leur capacité de vol. Vous pouvez observer sur ce pigeon les rémiges primaires et les rémiges secondaires. Les plumes de la queue de la poule vont lui permettre de se diriger lors du vol et vont servir de gouvernail. Il y a plusieurs parties avec les grandes plumes et les petites plumes. Les grandes plumes qu'on va trouver ici et les petites plumes que nous allons trouver un peu avant. Caractéristique des néornites, nous avons le premier doigt qui est retourné. Chez la poule, vous pouvez voir ici, on appelle ça l'ergot. La poule possède 4 doigts, 3 devant et le premier retourné derrière. On peut remarquer qu'elle est composée d'écailles. Regardez bien ces écailles sur les pattes. Cela nous prouve bien qu'elle vient des dinosaures. Nous pouvons retrouver, au bout des pattes, une griffe. Ces griffes vont lui permettre de faire sa toilette et de gratter la terre pour trouver des insectes et de la nourriture. Voilà les premières caractéristiques extérieures des néognates. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est pour le squelette. C'est parti. Nous nous retrouvons maintenant avec un poulet pour parler du squelette des néognates. Alors, on va voir tout de suite une des premières caractéristiques des néognates qui est le bréchet, qu'on peut voir juste ici. Le bréchet fait partie du squelette de la cage thoracique et il est aussi appelé crête sternale. Sur le bréchet s'insèrent plusieurs muscles très intéressants et très importants pour l'oiseau car ça va lui permettre de voler et c'est ce qui les distingue notamment des paléognates qui donc ne possèdent pas de bréchet et donc ne peuvent pas voler. Une autre caractéristique des néognates qui est la fusion des métacarpes. On ne peut pas le voir là à l'écran, mais on peut le sentir au toucher que les métacarpes sont fusionnés. Passons maintenant à une autre caractéristique des néognates qui est celle de l'élongation du troisième doigt de l'aile, qu'on peut voir juste ici. Encore une autre information, ici on peut voir la colonne vertébrale du néognate, et il faut savoir que les néognates ont subi une perte du nombre de vertèbres de la colonne vertébrale. Comme nous avons vu précédemment, la poule va posséder des rémiges primaires et des rémiges secondaires que nous allons retrouver sur le poulet au niveau de l'aile. Les rémiges primaires vont se retrouver ici au niveau du métacarpe fusionné. Les rémiges secondaires vont se retrouver sur les os du radius et sur les os de l'ulna qui se trouve ici. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les néognates ont une capacité de vol. Cependant, il y a des exceptions comme la poule. La poule, elle, va avoir une capacité de vol restreinte. Cela est notamment dû à son grand corps qui est assez lourd et ses petites ailes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'une des caractéristiques des néornites est le fait d'avoir la patte orientée vers l'intérieur. Nous pouvons l'observer ici sur ce poulet avec cette patte. Chez les néognates, on peut observer une mandibule à processus angulaire très allongé vers l'arrière. C'est au niveau de la mâchoire, donc là on ne peut pas vous montrer sur ce poulet. Pour les néognates, les mâles n'ont pas de muscles rétracteurs du phallus. Donc là on ne peut pas le voir non plus. Pour faire l'analogie avec les femelles, elles ne possèdent pas de muscles élévateurs et dilatateurs du cloaque. Le cloaque dont je vous parle est un organe qui sert à la poule à évacuer les urines et les œufs. Il permet aussi d'évacuer la matière fécale et il fait office d'orifice génital. D'autres caractéristiques des néognates qu'on ne peut pas forcément voir physiquement mais qu'on peut entendre sont par exemple la vocalisation qui vont leur permettre d'avoir des interactions sociales. Une autre caractéristique qu'on ne peut même pas entendre chez les néognates sont qu'ils peuvent détecter et réagir au magnétisme. Alors évidemment chez les néognates il n'y a pas que la poule, il y a aussi le canard, le pigeon,
le coucou, les rapaces, la grue, les mouettes, les hérons, les colibris, le martin-pêcheur, ou encore comme exception de néognates qui ne savent pas voler, il y a le manchot. Maintenant, on va cuisiner. Maintenant que le poulet est rôti, on a enlevé le blanc et maintenant on peut beaucoup mieux voir le bréchet dont nous parlions tout à l'heure, qui est juste ici. Après ce bon poulet, voyons maintenant les caractéristiques des paléognates. Le superordre des paléognates actuel est divisé en deux ordres, les tinamimiformes et les ratites. Les ratites regroupent 6 ordres différents. Les ratites sont des oiseaux reconnaissables parmi la faune actuelle par leur grande taille et leur cou allongé. Ce gabarit traduit une des différences majeures avec les néognates, à savoir l'incapacité de voler. En effet, les paléognates ont subi une perte secondaire du vol et plusieurs hypothèses sont émises par les scientifiques. On pense notamment que les paléognates ne savent pas voler parce qu'ils sont trop lourds. On peut aussi noter la perte de la carène sur le sternum du bréchet. D'autre part, leurs pattes sont bien développées et dépourvues de plumes. On sait que ces oiseaux sont des marcheurs et le plus souvent de bons coureurs. On a la preuve avec l'autruche, qui est le bipède le plus rapide du monde, atteignant des pointes de 70 km/h et des foulées de 3 mètres. Quant à lui, l'émeu atteint 50 km/h. Ces capacités expliquent pourquoi les paléognates des milieux ouverts n'ont pas de prédateurs. Concernant le bout de leurs pattes, les nandous, les émeus et les casoars sont des tridactyles. Cela signifie qu'ils ont 3 doigts. Les autruches sont didactyles, ça veut dire donc qu'ils ont 2 doigts. Et les tinamous et les kiwis sont tétradactyles, donc 4 doigts, avec l'orteil postérieur élevé. On trouve aussi parmi eux les plus grands oiseaux existants. Une autruche par exemple peut peser 150 kg pour une hauteur de tête de presque 3 mètres. Nous avons aussi parmi ces géants certaines exceptions. Le kiwi par exemple, qui est beaucoup plus petit, 80 cm de longueur, et se distingue de ces derniers par une queue et un cou court et un bec fin et allongé. Les tinamimiformes par contre sont des oiseaux beaucoup plus petits et dodus. On ne peut y retrouver qu'une seule famille, celle des tinamous. Les tinamous ont une allure de pintade. Leur longueur n'excède pas 55 cm. Ils ont le corps trapu, la queue courte, le cou élancé et la tête étroite. Pour finir, il est intéressant de savoir que les paléognates s'élèvent très facilement. Parlons maintenant des intérêts agronomiques des néornites. De par leur caractère migratoire et leur très bonne adaptation au vol, on en retrouve partout sur le globe. Les régions tropicales sont les plus pourvues et les régions polaires sont celles qui contiennent le moins de néornites. Cette extrême diversité en fait un taxon très intéressant à connaître lorsqu'il s'agit d'agronomie. On se retrouve dans ce magnifique champ d'oliviers pour parler des oiseaux pollinisateurs. Certains exploitants de vergers, comme les oliviers, peuvent pratiquer le biodynamisme pour polliniser plus facilement leurs arbres. Par exemple, de nombreux passereaux ou des oiseaux appartenant au genre colibri sont connus pour être de très bons pollinisateurs. Ils adorent manger le nectar contenu dans les fleurs et permettent aux agriculteurs d'augmenter le rendement de leurs arbres fruitiers. On peut notamment citer les colibris coruscans, évoluant en Amérique du Sud, qui sont connus pour être très nectarivores. En revanche, certains oiseaux sont craints par les agriculteurs parce que ce sont des ravageurs et ils sont synonymes de perte de rendement. On peut notamment citer le Columba palumbus, autrement appelé la palombe, qui est la hantise des producteurs de maïs. Elle mange tous les grains de maïs, mais il est aussi important de noter qu'elle est utilisée dans l'élevage en cage, dans le cadre de la chasse en forêt. Vous avez peut-être remarqué que nous sommes dans un champ d'amandiers. Les amandiers ont de la chance, parce que leur fruit est entouré d'une grosse coque en bois. Ils n'ont donc pas de néornites dans leurs ravageurs. Pour finir, il est aussi très important pour certains éleveurs, évidemment, de connaître certains néornites, car ce sont tout simplement des oiseaux d'élevage. On les appelle les volailles. La France est un des plus grands producteurs européens de volailles. Sa production est composée à 81% de poulets. L'espèce la plus utilisée est le Gallus gallus domesticus qu'on a dégusté tout à l'heure. Il est principalement élevé pour sa chair, pour ses œufs, mais aussi pour ses plumes. Enfin, pour finir cette partie, il est important de noter que certains éleveurs achètent aussi des faisans pour manger des tiques. En conclusion, les néornites sont des vertébrés communément appelés les oiseaux modernes. Ils sont composés des paléognates et des néognates. Leurs caractéristiques principales concernent leurs plumes, leur léger squelette et leur premier orteil qui est tourné vers l'arrière. Étant en agronomie, il est très important pour nous de connaître ce taxon pour savoir quels sont les bons pollinisateurs et quels sont les ravageurs de culture. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.